Bonjour à tous, bienvenue sur la Tira TV. Nous allons consacrer cette table ronde à la gestion des biodéchets en restauration commerciale et collective. Nous avons 4 invités. Alors, je vous présente Olivier Robin, qui est président de Meiko France. Frédéric Lehoux, directrice générale de Geco Food Service. Jean-Jacques Azan, qui représente l'Agores, qui est l'association nationale des directeurs de la restauration collective, et Stéphane Martinez, qui est président de la commission développement durable au GNI. Alors, peu de restaurateurs le savent, mais tous vont être concernés d'ici 6 ans par la loi sur la transition énergétique qui imposera à tous de collecter et de gérer leurs biodéchets. Donc 6 ans, ça passe vite et c'est pourquoi nous allons faire le point aujourd'hui sur les solutions qui peuvent déjà être mises en œuvre et sur la réglementation. Frédéric Lehoux, donc vous représentez Geco Food Service et vous avez le Geco Food Service a élaboré un guide il y a peu de temps sur les biodéchets. Est-ce que vous pouvez nous présenter le guide ainsi que les obligations des restaurateurs ? Oui, alors effectivement, le Geco Food Service a piloté en fait la rédaction d'un guide spécifique, très pratico-pratique pour les professionnels de la restauration collective sur la gestion des biodéchets en restauration. Ça a été un travail de partenariat avec un grand nombre d'organisations, dont Agores, Stéphane Martinez a également collaboré, je ne pourrais pas tous les citer. On était cofinancé par l'ADEME et c'était piloté par les ministères avec Relecture, puisque effectivement depuis 2016, on a une obligation pour les gros producteurs, ceux qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an ou 60 litres d'huile usagée. Et vous l'avez fort justement rappelé, dès 2025, tout le monde sera concerné, même les ménages. Et ce guide, il est téléchargeable, on peut le retrouver d'ailleurs sur le site de l'ADEME, il est téléchargeable aussi depuis le site du Geco Food Service, dans un espace accessible à tous, en professionnels de la restauration. Donc il vous permet de savoir si actuellement vous êtes oui ou non sous le seuil des 10 tonnes pour l'obligation. Je devrais dire les obligations, parce qu'en fait, il y a une première obligation, c'est celle de trier à la source ces biodéchets. Donc dans les cuisines ? Dans les cuisines, mais également pendant tout le process de préparation et dans l'espace de service. Ensuite, le professionnel a également l'obligation de valoriser les biodéchets, donc de les faire collecter et ensuite de les destiner à un prestataire qui va être en capacité de les valoriser. Et l'esprit de la loi, c'était de les valoriser avec un retour à la source, donc soit vers de la méthanisation, soit vers du compostage. Donc on a vraiment des obligations qui sont fortes, sans effrayer. Je tiens quand même à rappeler que cette obligation de tri à la source, si on ne la respecte pas, c'est un délit pénal et qu'il y a des amendes pénales qui peuvent être qui sont de 75 000 € au maximum. Voilà. Bon, après, c'est pas d'emblée ce montant-là, mais en plus, il y a également des sanctions administratives. Si d'un point de vue administratif, les services de contrôle découvraient une situation dans laquelle l'obligation n'était pas respectée. Donc, c'est vraiment une obligation qui existe de manière forte, à laquelle il faut se conformer, et donc il faut prendre les bons renseignements. Alors, on peut d'ailleurs aussi le rattacher, bien évidemment, à son plan de maîtrise sanitaire, parce qu'il faut flécher tout son circuit des biodéchets dans l'espace de restauration pour l'intégrer à son PMS. Ça, c'est un point très important. Et puis, l'autre point important, c'est de choisir le bon matériel adapté à sa restauration en fonction de ses volumes. Et là, le guide montre également quels différents types de matériel il est possible d'avoir. Donc, en fonction de ses volumes, en fonction de son espace. Et de la filière qu'il y a derrière. Exactement. Sur un territoire donné. Exactement, voilà, exactement. Justement, Stéphane Martinez, sur Paris, avec le Synorcat et maintenant le GNI, vous avez mis en place une expérience sur la collecte des biodéchets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulé le test et quelles ont été les conclusions du test et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Oui, en effet, en 2014, on a essayé d'anticiper un petit peu la réglementation pour nos professionnels et nos adhérents. Et on a monté une opération où on a impliqué 80 professionnels. En fait, l'objectif était de lever le doute des professionnels, puisque quand on va vers les restaurateurs, qu'on leur dit attention, il y a une obligation réglementaire, il faut mettre en place le tri des biodéchets. Le doute à l'époque était de savoir s'il y avait assez de place dans le local poubelle pour mettre une poubelle de plus.
de savoir aussi qu'il fallait, une fois qu'on a mis en place tout ça, est-ce que le personnel allait bien appliquer les consignes de tri. Derrière ça, en plus, est-ce qu'ils avaient des problèmes d'odeur? Ils se disaient aussi, les professionnels, j'ai dit, si on met toute la matière organique dans un endroit, est-ce que ça va pas puer? Bref, cette opération... Il faut préciser que c'était des petits restaurants. Hein. Alors, il y avait des petits restaurants, mais on a eu quand même... Espaces aussi. Ça allait quand même de la Serre, Taïwan, Fauchon, au plus petit bistrot de quartier, et de la petite brasserie au traiteur aussi petit. On a voulu impliquer toute la profession 80, et tout le secteur. Non, combien 80 sur un an. On avait budgétisé 560 tonnes, 260 tonnes, on en a fait 560. On a formé et sensibilisé plus de 2500 salariés à la maîtrise du gaspillage alimentaire et à un bon accord réglementaire de leurs entreprises par rapport à la réglementation, avec moins de 2% d'erreurs de tri, du jamais vu dans l'histoire de la restauration et du jamais vu dans le monde des déchets. Automatiquement, c'était accompagné par l'ADEME, la région, et le Sitcom aussi, le syndicat de traitement. Donc c'était porté par eux, donc c'était financé et subventionné. Quand on a arrêté cette subvention, les professionnels, on a 50% des professionnels qui ont dit j'ai pas l'argent pour le faire, qui ont arrêté. Aujourd'hui, on a à peu près 22% de nos adhérents qui sont impliqués, qui donc vont. Combien? Ça fait combien de personnes? Ça représente à peu près 120 personnes. Voilà. Sur Paris, 120 Sur Paris, voilà, 120 parisienne. professionnels. Et là, au départ, on en a eu qui ont arrêté, les pionniers ont continué, et aujourd'hui, on en a qui font partie des pionniers, qui arrêtent. Pourquoi? Parce que, économiquement parlant, la profession a des problèmes et que le déchet, pour eux, quand on a une facture de 5 ou 6 000 euros pour être en accord avec la réglementation, ça passe pas. En gros, le bon élève aujourd'hui n'est pas mis en avant et le mauvais élève prend l'avantage. Voilà. En moyenne, un restaurant produit combien finalement Ça dépend du type de restauration, ça dépend de beaucoup de critères. S'il travaille en produits bruts, s'il travaille en semi-industriel ou en industriel, ça dépend un petit peu des... Mais nous, on part du principe où de toute façon, c'est le sens de l'histoire, il va falloir y aller. Anticipons et allons-y. Et le coût à l'assiette, le coût par couvert? Alors le coût à l'assiette, il était, je crois, il était, si je me trompe, de 0,27 centimes. Voilà, le coût à l'assiette. Un coût trop élevé, sans subvention, de toute façon. Un coût élevé qui, on pense, nous, au GNI, qu'il faut accompagner les producteurs de cette matière première, surtout au départ de cette filière, qui derrière ça, elle est vertueuse au niveau impact environnemental et au niveau impact social. Brièvement, pour expliquer, une fois que vous collectez les déchets, une fois que les déchets sont collectés, où est-ce qu'ils vont? Et, une fois que ces déchets sont collectés chez nos professionnels, il y a une partie qui part, ils en font du méthane, donc c'est du gaz, on peut très bien le retrouver dans les restaurants. Il y a aussi certaines unités qui font de la cogénération électrique, donc on retrouve aussi l'énergie dans les restaurants. Donc une valorisation. Une valorisation, et il y a une deuxième source de valorisation, puisqu'on prône le retour au sol de cette matière. Il y a certains opérateurs qui font du compost. Ce compost est remis à distribution des maraîchers qui remettent des légumes dans la restauration. En gros, la restauration fait partie et est un acteur majeur de la transition et de l'économie circulaire aujourd'hui. Merci. Monsieur Robin, pour Meeco France, vous aussi, vous proposez des solutions techniques. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous dire comment vous vous inscrivez dans cette filière, dans cette nouvelle filière? Alors nous, on s'inscrit en amont dans la filière puisque en fait, notre métier, c'est de trouver des solutions techniques qui permettent d'optimiser la gestion des déchets chez le producteur, donc chez nos restaurateurs. Et donc le dispositif consiste à supprimer toutes les opérations manuelles, sécuriser sur le plan de l'hygiène, c'est-à-dire qu'on positionne des collecteurs là où sont produits les biodéchets, donc ça peut être en légumerie, en retour de self, en laverie, et ces biodéchets sont ensuite transférés automatiquement via une tuyauterie vers un broyeur qui va également réduire de 20% à peu près le volume des déchets pour être stocké en cuve sous forme de soupe. Cette soupe est particulièrement appréciée des méthaniseurs puisque c'est la première opération que fait un méthaniseur quand il reçoit des biodéchets, c'est qu'il commence à les broyer pour les former en forme de soupe. Donc c'est une matière qui est particulièrement appréciée des méthaniseurs mais qui peut être aussi utilisée en composteur. L'intérêt du stockage en cuve, c'est qu'on va pouvoir stocker pendant 1 mois, 2 mois dans des conditions d'hygiène optimales puisqu'on est avec un biodéchet qui est stable dû à son acidité importante qui est de l'ordre de 3,35 pH et également un système qui est sécurisé puisqu'on a une barrière physique à la sortie du collecteur et donc tout ça se fait sans odeur, sans problématique de jus et en permettant d'optimiser les collectes pour éviter des collectes trop fréquentes puisque évidemment la collecte en bac elle doit se faire je dirais normalement stockée dans un local réfrigéré et collectée tous les 3 jours pour éviter la dégradation de la matière. Donc ça veut dire que vous adressez
plus particulièrement aux gros producteurs? Alors pas Parce qu'il faut de forcément, la parce place pour une qu'effectivement on a cuve, commencé, puisque les seuils étaient assez élevés au départ en 2012, on a des solutions qui existaient déjà depuis très longtemps, puisque notre expérience dans le domaine, elle est préexistante depuis environ 30 ans dans les bateaux. Donc on a ces systèmes-là qui sont effectivement des systèmes par aspiration, qui ont l'avantage d'être très adaptés à des gros producteurs ou à des producteurs type cuisine centrale qui ont des points de collecte très à nombreux et dans différents endroits du bâtiment. Par contre, quand on est sur de la restauration plus compacte, un restaurant ou un self, effectivement, on a développé aujourd'hui des dispositifs qui sont beaucoup moins onéreux, plus simples, qui évidemment ne pourront pas être utilisés dans des grands bâtiments, mais qui pourront être utilisés dans des bâtiments plus compacts et qui sont tout à fait adaptés, qui ont exactement le même principe de fonctionnement. Suppression des poubelles, suppression de la manipulation et stockage pendant 1 mois ou 2 en cuve. Et est-ce que du fait que des 6 ans, enfin de la période des 6 ans qui restent, est-ce que vous constatez qu'une demande de la part des indépendants, est-ce que vous avez le même constat que M. Martinez? Est-ce que le coût la bloque? Alors le coût, c'est forcément une discussion. Je rejoins complètement Stéphane sur le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Il faut aussi qu'on intègre ça dans les nouveaux business models d'une restauration. À ce titre-là, on a mis en ligne justement un simulateur qui permet à la fois à des restaurateurs de déterminer leur volume de biodéchets produits quand ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir fait eux-mêmes leurs mesures. Donc à travers des grammages entre guillemets standards. Donc il faut prendre effectivement... il faut différencier les types de restauration, c'est ce qu'on a fait en prenant des grammages différents. Et on va jusqu'à effectivement faire une analyse des coûts globaux de la gestion d'un biodéchet, pas seulement la collecte, ça fait partie des coûts, mais également tous les coûts de gestion en interne. Quand je vous dis qu'on supprime les opérations manuelles, ce n'est pas neutre par rapport au fonctionnement d'un restaurant. Donc c'est vrai que pour un investissement de 50 000 euros, eh ben on arrive à avoir des amortissements qui sont parfois très très rapides, de l'ordre de 6 mois, parce qu'on arrive à identifier l'ensemble des économies qu'on peut faire sur le site. Et là, du fait que ce ne soit pas encore obligatoire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une période de latence et qui va, alors que les choses vont peut-être s'accélérer? Je ne dirais pas que ce n'est pas obligatoire. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est 10 tonnes. Et 10 tonnes, c'est quand même une maison de retraite de 90. Attendez, fixons les choses très précisément par rapport aux collectivités. C'est une maison de retraite de 90. C'est un restaurant commercial de 100, 150 couverts. C'est un collège de 400 élèves. Donc on est vraiment dans des... Je dirais qu'on a 80% des établissements qui sont concernés aujourd'hui. Et les 20% restants, effectivement, c'est 2025, mais on a déjà un nombre important d'établissements qui n'ont pas, loin de là, tous mis en place ce qui devrait être mis en place. Monsieur Jean-Jacques Azan, vous représentez l'Agores. L'Agores, certains adhérents de l'Agores ont mis en place des moyens différents de gérer leurs biodéchets, par exemple comme le compostage de proximité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe et quelles sont les contraintes et les avantages ? Oui, en fait, le principe est un peu exactement le contraire de ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire que c'est comment ne pas faire de collecte. Donc en fait, on fait tout ça chez soi. Un tri quand même. Alors, le tri est une des contraintes, c'est d'ailleurs la principale en fait. Ça, c'est la vraie contrainte qu'on a tous, de toute façon, c'est le tri. Si la qualité du tri, elle n'est pas réalisée, si on le fait faire par quelqu'un d'autre, ça va coûter beaucoup plus cher. Sinon, on ne pourra pas valoriser. Donc, de toute façon, ça ne collera pas. Donc, le tri, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément essentiel, c'est connaître sa production de biodéchets. Donc, compter, voilà. Alors, nous, peser. On n'est pas parti... Peser pour... Oui, compter, ça veut dire peser, en fait. Peser, qualifier, etc. On est parti du principe, nous, qu'on a une action éducative, parce que la restauration collective territoriale, c'est beaucoup les écoles, les collèges, les lycées. Donc, dans ce travail éducatif, il fallait agir pour la réduction du gaspillage. Et que pour agir pour la réduction du gaspillage, il fallait le voir. Et que, y compris pour valoriser les déchets et puis faire comprendre, avoir œuvre éducative dans ce sens-là, il fallait montrer aux enfants qu'est-ce qui se passait. Donc, on s'est dit, voilà, si on est capable de faire tout ça, on aura rempli au moins une partie de notre mission, sans compter que, même si ce n'était pas totalement obligatoire à l'époque, la facture spéciale qui arrivait de l'agglo, elle était de grosso modo 180 € la tonne, et que si on regardait un tout petit peu combien ça allait coûter à la collectivité, si elle le faisait par elle-même, ça coûtait plus que 100, 110, 120. Bon, donc vous voyez vite où ça a été, parce que même si ça représente quelques centimes par repas, ces quelques centimes, ils sont sûrement mieux dans l'assiette que dans la poubelle. Donc, si on regarde ça, on a une action obligatoire et immanquable comme réduction du gaspillage. Et du coup, on a moins à réduire, on aurait moins à faire récupérer, mais on a surtout moins à composter. Alors,
il y a une autre contrainte, c'est qu'il faut avoir un suivi. Mais les cuisiniers savent bien, de toute façon, ils prennent la température tous les jours de leur frigo. Donc quand ils partent avec leur petit seau et puis leur petit seau de broyat pour faire leur mélange dans leur compost, bah, ils prennent la température. Ils vérifient qu'on soit bien à 73 degrés, qu'il y ait bien la pasteurisation nécessaire, qu'il y a bien tout ça. Donc en fait, ces éléments-là qui sont très techniques, très ponctuels, ils doivent être faits. L'autre élément important de contrainte, c'est que c'est quelqu'un de la cuisine qui va faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini son service, il faut responsabiliser quelqu'un, ça veut dire donner un peu de temps, donner un peu d'argent à cette personne. Et voilà. Mais c'est une fois qu'on a compté tout ça qu'on s'aperçoit qu'y compris économiquement, c'est possible. Alors, ce calcul-là, c'est pour une cuisine de Voilà, c'est 800. quel volume ? Voilà, c'est une cuisine qui fait 800 à 1000 couverts. Si on est avec et donc on a un pavillon de compostage avec 4 petites zones. C'est quelque chose qui fait 20 mètres cubes. C'est une façon de faire très professionnelle quand même. La personne doit être formée Oui, et respecter bien la sûr, réglementation. ça veut dire qu'on implique les enfants, on implique tout le monde, on implique aussi les élus, on implique parce que il va falloir informer la population parce que c'est quoi ce bâtiment là? Donc on dit c'est un pavillon de compostage. Oh là, ça va puer, il va y avoir des bêtes, etc. Donc en fait, il faut pouvoir expliquer et communiquer avant que les gens commencent à poser ce genre de questions. Donc expliquer, exposer et puis montrer que ça va vite. À la fin, il y a peu de risques au sens où une cuisine comme ça, de genre 800 couverts, elle ramasse 1 mètre cube de compost. Alors le mètre cube, il part vite, quoi. Hein. Il n'y a pas de grand problème pour le réutiliser, l'utiliser même pour les espaces verts de la ville ou l'utiliser pour un petit jardin pédagogique. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai truc circulaire, très basé sur les enfants. Et puis voilà, ça implique tout le monde. Et puis ça implique que au moment où on pèse, au moment où on compte, au moment où on voit ce qu'on va faire, on appelle un maître composteur qui vient tout vous raconter, tout vous expliquer, etc. Bien évidemment, il y a une dépense d'investissement. Dans ce cas-là, par exemple, c'est 14 000 € si je me rappelle bien. Bon, c'était il y a quelques années, hein, donc maintenant ça doit être un peu plus. Mais entre l'ADEME, l'AGLO, tout ça, il y a eu un apport qui a fait que pour le restaurant lui-même, la cuisine elle-même, ça a coûté très très peu. Est-ce que pour justement donner un nouvel élan à toutes ces nouvelles pratiques, les pouvoirs publics ont un rôle et qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant qu'acteur pour essayer d'avoir des facilités de la part des pouvoirs publics, on va dire ça comme ça? Je ne sais pas si il y a des facilités du pouvoir public, mais il y a l'information sur l'évolution de la filière. Depuis effectivement 2012, c'est pas la première table ronde et on sait pas la première fois qu'on se dit que c'est le chat qui se mord la queue, parce qu'effectivement les producteurs attendent la filière et la filière attend les producteurs. Donc il faut à un moment donné aussi donner de l'information la plus transparente possible, être conscient que les choses vont se construire au fur et à mesure et que les conditions idéales de collecte et de valorisation des biodéchets, elles seront de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, on est un peu tributaire. Alors c'est vrai qu'il y a un axe important qui est notamment le développement, puisque vous savez qu'on a quand même près de 500 méthaniseurs en France, alors qu'on dit qu'il n'y a pas de méthaniseurs. La seule différence, c'est que ces méthaniseurs sont majoritairement agricoles. Alors, c'est vrai que le GECO pourrait le confirmer, mais je crois qu'il y a une action importante qui est menée de ce point de vue-là. Effectivement, la question des biodéchets, elle a aussi été traitée dans le cadre de la feuille de route économie circulaire par les pouvoirs publics, qui a été publiée à la fin du mois d'avril 2018. On attend actuellement le projet de loi qui va être issu de cette feuille de route économie circulaire, dans le cadre de laquelle il y a une vraie action pour structurer la filière biodéchets, pour mieux l'alimenter. D'autant plus qu'une fois encore, on arrive dans une perspective où en 2025, les ménages seront également compris dans ce périmètre d'application. Donc voilà, il y a une vraie urgence à la mettre en place. Après, il va falloir mobiliser les financements. Les territoires ne sont pas tous égaux pour l'instant dans la structuration de cette filière. On avance les uns et les autres. C'est un peu compliqué, mais c'est en route. Et qu'attend le GNI par rapport à son action syndicale ? Alors le GNI, il attend rien, il avance. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il part comme ce qui a été dit merveilleusement sur ma droite. On parle de filière aujourd'hui. Les restaurateurs, les hôteliers, les traiteurs sont des acteurs majeurs de cette filière et de cette transition.
Aujourd'hui, le bon élève paye 4 fois plus cher que le mauvais élève qui ne fait rien. Il va falloir, je pense, que les pouvoirs publics trouvent une incitation fiscale pour ces professionnels qui avancent. Cette filière, si les restaurateurs aujourd'hui vont dans cette démarche, la restauration représente 25% de ce gisement au niveau national, qui est captable rapidement par les opérateurs et les valorisateurs derrière. Ça peut créer derrière, au niveau de l'impact social, que peuvent amener les restaurateurs, une filière à 65 000 emplois. Derrière ça, on peut fournir, si on valorise 100% de cette matière, plus de 3 millions de foyers alimentés par du méthane, sans compter le retour au sol de la matière qui va permettre d'avoir des bons aliments dans la restauration dans nos foyers. Et on parle d'économie circulaire sur la transition. Les restaurateurs, quels qu'ils soient aujourd'hui, sont tous partants avec le GNI, puisqu'on s'est concerté, on travaille tous ensemble dans cette direction-là, et on a tous un point commun, qui est d'avancer dans cette direction-là et d'inciter cette profession pour en arriver à la fin de cette transition à quoi? Une fiscalité qui soit cohérente pour les entreprises. Et concrètement, ça se manifesterait comment, cette fiscalité? Concrètement, il y a une action qui a été menée sur la loi sur le gaspillage alimentaire par M. Guillaume Garot, qui est très très bien et qui a ouvert ces filières. Aujourd'hui, il y a du don alimentaire qui est fait par des associations et des entreprises qui ont créé des emplois et qui font du don alimentaire. Je pense que si on pérennise cette action-là sur 0,5% du chiffre d'affaires, permettrait de lancer cette filière, mais non pas pour avoir une défiscalisation sans rien derrière, mais pour que les services de l'État amènent en termes de transition, la restauration aussi sur une fiscalité qui soit durable pour nos professionnels, quels qu'ils soient. Il y a la fiscalité et il y a la capacité à mobiliser les gisements. Je rejoins effectivement ce que dit Stéphane. La capacité à mobiliser les gisements, c'est encore une fois donner de la visibilité sur la filière aval. Et sur les 500 méthaniseurs, il y a une majorité de méthaniseurs agricoles. Le fait aussi de démystifier ce qu'est le gisement de la restauration, qui est un des plus beaux gisements en termes de capacité méthanogène. Il faut le démystifier auprès des agriculteurs qui, à juste titre, sont les premiers utilisateurs des retours au sol, donc ils sont évidemment très, très intéressés à avoir des intrants de qualité. Donc il faut les informer de ça et il faut que justement, un des rôles, je pense, des pouvoirs publics, c'est d'être en capacité de mobiliser les acteurs de la filière. C'est ce que traite en partie, une fois encore, ces travaux de la feuille de route économie circulaire. On attend le texte projet de loi issu de ces travaux, on verra, et après ils vont être examinés durant toute l'année à venir en procédure longue. Donc on aura le temps de reparler de ce sujet, entre autres. Bon, alors on est tous en attente de ce nouveau document pour 2019, et je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Je passe la parole à Michel. Merci beaucoup, merci infiniment Lydie. Table ronde hautement enrichissante concernant les déchets, le développement durable, qui est l'un des thèmes que nous abordons au quotidien sur l'antenne de la Sierra Télé. On va s'intéresser à un tout autre sujet pour la suite de l'après-midi. Il va s'agir de pâtisserie. On va donc préparer le goûter avec presque rien d'avance. Un Paris-Brest cacahuète avec un champion de France des desserts qui s'appelle François Josse. On le retrouve après avoir revécu en images ce qui s'est passé ici même, au Sierra à Lyon, hier, première journée.